Bonjour, alors en terminale spécialité, on doit parler avec vous du stress et on divise le chapitre en deux parties. On verra uniquement la partie 1 aujourd'hui, c'est-à-dire la réponse immédiate face à un stress. Puis la partie 2 qu'on verra plus tard, c'est un stress chronique, c'est-à-dire un stress qui dure dans le temps. Alors déjà, pourquoi on parle de ça? On peut essayer de justifier le pourquoi de cet enseignement. Tout simplement parce que malheureusement dans nos sociétés, le stress est devenu une maladie. Vous avez l'information et la source ici qui vous indique le nombre de personnes qui sont stressées. Alors évidemment, il y a différents niveaux de stress. Et puis plus particulièrement dans le cadre scolaire, les enquêtes montrent, alors les chiffres sont toujours à discuter, mais il y a un fond de vérité forcément. Les enquêtes montrent que dans votre cursus scolaire, dans notre cursus scolaire, on a tous été soumis à un stress. Alors pareil, ça peut être un stress épisodique, mais ça peut aussi être un stress chronique. Dans quel cas là, on a des dégâts plus importants. Stress aigu, mais ça peut devenir chronique. Voilà. Alors, rappel, page 1 de votre cours, le rappel sur les deux systèmes de communication dans l'organisme. Donc, évidemment, je vous laisse noter sur cette feuille. J'ai mis quelques mots-clés, notamment système nerveux, hormones, comparaison. Si on compare le système nerveux, qui est formé de centres nerveux et de nerfs, évidemment, vous le savez, on s'aperçoit que c'est un système de communication entre les organes qui est rapide, qui a un effet immédiat, mais par contre de courte durée. C'est-à-dire que si vous voulez avoir un système à longue durée, il va falloir renouveler sans arrêt le message nerveux. Donc c'est une perte d'énergie, entre autres. Par contre, si on prend le système complémentaire, qui est justement le système hormonal, lui, il a l'avantage d'être à longue durée, mais l'inconvénient, c'est que c'est plus lent, c'est-à-dire que ça met quelques minutes avant de se déclarer. Quand on dit plus lent, c'est pas quelques jours, c'est quelques minutes avant de se déclarer, donc un effet retardé, mais de longue durée. Toujours dans les rappels, on rappelle donc que dans le système nerveux, en plus de l'encéphale et de la moelle épinière, à la base de l'encéphale, on a une partie du système nerveux qui s'appelle l'hypothalamus. C'est une partie du système nerveux, c'est des cellules nerveuses qui produisent des neurohormones, on en reparlera. Ces hormones, ces hormones du système nerveux, ces neurohormones, elles vont agir sur une petite glande hormonale, très importante, grosse comme un dé à coudre, on va dire, plus petit même qu'un dé à coudre, 1 millimètre, 2 millimètres de diamètre. Donc cette glande s'appelle l'hypophyse. Donc hypothalamus, ça fait partie du système nerveux en relation avec l'hypophyse, qui est une glande hormonale, on en reparlera tout à l'heure. De même, si on fait un petit rappel sur les hormones sont sécrétées par une glande ou par des cellules isolées, mais enfin en général c'est une glande. Le principe même c'est qu'elles circulent par le sang, d'où l'effet retardé, il faut un petit moment avant que ça agisse dans tout le corps. Que ça ait un effet sur le corps. Et pour avoir un effet sur le corps, les hormones doivent se fixer par complémentarité, un petit peu comme les neurotransmetteurs se fixent sur le récepteur. Les hormones se fixent sur un récepteur cellulaire. Et l'affaire est conclue. Sinon, s'il n'y a pas de récepteur, il n'y a pas d'effet. Voilà, ça c'était votre page 1 du cours qui vous permettait donc de faire quelques rappels. Alors du coup, on essaie de comprendre un petit peu ce que c'est que le stress. Et puis on aime bien séparer un phénomène en plusieurs étapes. Alors on va voir ça. Déjà, le stress, c'est lié par un agent stresseur, c'est-à-dire forcément quelque chose qui vient déclencher le système. Et quand on regarde cette petite, pas bande dessinée, mais ces petits dessins, on s'aperçoit que l'agent stresseur peut être d'origine extérieure à l'organisme, comme c'est le cas ici. L'élève qui est en train de subir une épreuve et puis visiblement qui n'est pas bien dans sa peau, c'est celui-là qui tombe dans l'eau, l'agent extérieur. Mais il y a aussi des agents intérieurs, c'est-à-dire psychologiques, il y a une part de la mémoire qui va intervenir. Cette personne n'a pas le monstre devant lui, le clown monstrueux devant lui, mais pense à ce clown monstrueux, ça lui fait peur. Voilà. Donc du coup, l'agent stresseur, il est à la fois d'origine externe, mais aussi d'origine interne, psychologique. Alors, on divise ça en 3 phases, encore une fois, parce qu'on aime bien... oui. 3 réactions possibles après cet agent stresseur. En général, on attaque, ou alors on fuit, ou alors on fait le mort. Alors, faire le mort, c'est pas trop notre façon de fonctionner. Nous, les humains, on va plutôt attaquer ou fuir. Mais voilà, trois situations face à un stress. Ça, c'était des généralités. Les fameuses 3 étapes.
Donc, alors les termes ne sont pas officiels, hein, alarme, résistance, épuisement, vous pouvez mettre alerte, et puis fatigue, hein, bon voilà, mais disons qu'on utilise ces termes-là. Donc la phase d'alarme, c'est justement le fameux agent stresseur, donc c'est ça que vous devez noter, hein, l'agent stresseur qui est d'origine externe ou interne, vous expliquez ce que ça veut dire, hein, d'origine externe, un danger extérieur, ou d'origine interne, une peur psychologique. Donc d'origine externe et interne. Et puis bon, bah, du coup, ça va déclencher très rapidement, presque immédiatement, une série d'événements de défense de l'organisme. Ça, c'est la situation d'alarme. Deuxième partie, la plus importante, c'est celle qu'on va traiter nous dans ce chapitre, c'est la phase de résistance. C'est-à-dire que là, le système, l'organisme va mettre en œuvre toute une série de systèmes, comme on l'a dit, et ça va contribuer, par exemple, à augmenter la fréquence cardiaque, à dilater les pupilles, c'est ce que vous avez en image en dessous de la page 2, à augmenter alors dilater les pupilles, à faire la fameuse chair de poule qui va rendre la peau beaucoup plus sensible. Enfin, tout va contribuer notamment, et c'est ça qu'il faut retenir, à amplifier l'apport d'oxygène et de sucre vers les muscles. Parce que je vous rappelle que la situation principale face à un stress, c'est l'attaque, j'ai besoin de mes muscles, ou c'est la fuite, j'ai besoin de mes muscles. Donc voilà, on va optimiser l'apport d'énergie, finalement, oxygène et sucre, au niveau des muscles. Et puis, ben, dans le cas d'une vasodilatation, d'une dilatation de la pupille, ben, ça va augmenter l'acuité visuelle, hein, tout simplement. Donc c'est ce qu'on appelle le stress aigu. Et puis il y a la phase d'épuisement, c'est le stress chronique, où là, quand le stress dure trop longtemps, ben, finalement les mécanismes de défense ne fonctionnent plus ou plus trop bien. Et puis ça va même aller plus loin, ça va provoquer des dégâts, hein, au niveau psychologique et au niveau physique. On en reparlera, je vous dis, c'est la dernière partie du chapitre, enfin c'est la deuxième partie, donc c'est la prochaine vidéo. Voilà, donc dilatation des pupilles pour mieux voir, augmentation de la fréquence cardiaque pour alimenter les muscles en énergie, comme on l'a dit, en sang oxygéné et en sang sucré. Et puis là, ça rend la peau plus sensible au toucher. Et puis bah, dans le cas du froid, puisque des fois on a la chair de poule à cause du froid, c'est un vieux réflexe évolutif. Quand on avait un petit peu plus de poils, on va dire, ça permettait de capturer une couche d'air isolante. Bon, c'est sûr que maintenant c'est moins efficace chez les humains. Alors, pour expliquer donc la phase d'alerte et de défense, on a besoin de faire intervenir des glandes hormonales. Et il y a deux glandes hormonales dont on va avoir besoin qui se trouvent au-dessus des reins. Alors, je ne vous ai pas mis la vignette dans le cours, hein, mais bon, elles s'appellent les glandes surrénales. Vous savez quand même où se trouvent les reins. Donc, sur les reins, il y a des glandes surrénales, ce qui n'est pas exceptionnellement compliqué à retenir. Et dans ces glandes surrénales, donc, on a des cellules qui vont produire des hormones. Alors comme ça vous est expliqué dans l'exercice page 3, les hormones qui sont produites sont de deux types. Il y a de l'adrénaline et il y a du cortisol. Alors là vous avez une série d'exercices qui vous demandent de réaliser un schéma fonctionnel. Alors évidemment on l'a fait en classe, hein, je ne peux pas le faire... Je ne peux pas faire toute la méthodologie dans la vidéo, mais simplement, si vous voulez essayer quand même d'y réfléchir, et donc de couper la vidéo, il faut d'abord regarder tous les organes dont vous allez avoir besoin pour la représentation schématique. Et si vous listez tous les organes, bah, vous verrez que vous allez avoir besoin des fameuses glandes surrénales, ça c'est sûr, vous allez avoir besoin du cœur, vous allez avoir besoin des vaisseaux sanguins, je vais dire pourquoi, vous allez avoir besoin du foie, vous allez avoir besoin, alors pas des organes, mais cette fois-ci du coup d'un tissu qu'on va appeler le tissu graisseux. Et puis, bah, évidemment, vous allez avoir besoin du muscle. Pourquoi évidemment? Parce que si vous lisez la question, à partir de l'exploitation de ces documents, construire un schéma fonctionnel montrant l'effet du stress sur le métabolisme musculaire. Alors, dans les organes que j'ai cités, il y a un organe, j'ai parlé d'un organe, c'est les vaisseaux sanguins. Si vous cherchez partout dans les 4 documents, vous ne verrez pas le mot vaisseau sanguin, sauf ici en fait. Il faut comprendre qu'ici, la courbe verte, hein, on mesure la résistance périphérique du sang à circuler dans les vaisseaux. C'est-à-dire que si les vaisseaux se contractent, parce que nos vaisseaux sanguins peuvent se contracter, la résistance du fluide, du sang va augmenter. Et puis si au contraire, comme on le voit ici, hein, la résistance périphérique diminue, ça veut simplement dire que les vaisseaux se dilatent, vasodilatation. Donc ici, finalement, l'organe, c'est les vaisseaux sanguins.
Et puis ici, évidemment, ça concerne le cœur. Voilà. Ici, vous retrouvez le foie. Glycogène hépatique, ça veut dire le foie. Glycogène musculaire, ça veut dire le muscle. Et puis ici, vous retrouvez, c'est marqué pas sur la diapo, mais c'est marqué dans votre papier, page 3 là, que le cortisol agit sur le tissu graisseux et le foie. Du coup, vous pouvez normalement essayer de faire un schéma de synthèse, un schéma fonctionnel, c'est-à-dire que vous devez simplement montrer les organes, les liens entre ces organes et éventuellement, ou même de manière quasiment obligatoire, mettre des verbes d'action entre tout ça, pour qu'on comprenne ce qui se passe. Donc vous pouvez couper la vidéo, moi je vais vous montrer le schéma bilan tout de suite, évidemment. Alors ce fameux schéma bilan, quand on a fait le tour des 4 documents, on s'aperçoit qu'on peut résumer le système ainsi, c'est-à-dire que vous avez le système nerveux, alors pour l'instant c'est assez vague, mais le système nerveux qui va stimuler les surrénales, c'est la première phrase de votre exercice. Les glandes surrénales vont produire 2 hormones, celles que j'ai mis en violet, c'est l'adrénaline, et puis celle que j'ai mis en rouge, le cortisol. La première hormone produite, c'est ce qu'on voit dans le document 3, c'est la surrénale, c'est l'adrénaline. Donc on va se focaliser sur les flèches violettes. L'adrénaline agit sur le cœur, document 1, en stimulant la fréquence cardiaque et le débit cardiaque, puisqu'on voit que la tension augmente, ça veut dire que le cœur bat plus fort. Donc le cœur il va battre à la fois plus fort et plus vite, donc le débit va augmenter, le débit de sang. L'adrénaline agit sur le diamètre des vaisseaux sanguins, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure dans l'introduction. Donc en fait, on a une vasodilatation, ce qui va favoriser la circulation du sang, augmentation du débit sanguin. Il est également indiqué dans le document 2 que les surrénales vont agir sur le muscle en favorisant l'apparition du sucre dans le muscle directement, ça va augmenter le glycogène musculaire, ça va faire disparaître le glycogène musculaire, donc forcément glycogénolyse, faire apparaître du glucose dans le muscle. Et puis les surrénales, décidément, l'adrénaline, elle agit également sur le foie pour augmenter la glycémie, donc le taux de glucose dans le sang, et cette glycémie va aller vers le muscle pour l'alimenter en sucre, donc favoriser l'énergie, l'apport d'énergie. Alors si vous raisonnez sur le document 4, vous trouverez que le cortisol il agit sur le foie pour favoriser la glycogénolyse, donc augmentation de glycémie, donc ça va sur le muscle. Et puis il va favoriser la formation du glucose à partir du tissu graisseux. Donc tout ça contribue finalement à alimenter le muscle en glucose. Alors ce qui n'est pas indiqué dans le document, et c'est ce que vous pourrez reprendre en plus, donc à la page d'après, vous avez 2 grandes pages qui sont un petit peu vides, c'est pour résumer tout ça. Ce qu'on pourra quand même mettre, c'est que ces hormones, elles vont en plus stimuler, favoriser, augmenter la fréquence ventilatoire pour apporter de l'oxygène dans le sang, toujours pour les mêmes problèmes d'énergie musculaire. Voilà. Alors justement, si on complète votre cours, vous avez, c'est la page, à la page 5 de votre cours, vous avez marqué, petit paragraphe 2.1, la phase d'alarme est initiée par une réponse nerveuse. Donc ce qu'on n'a pas dit dans le schéma qui est encore affiché en ce moment, ce qu'on n'a pas dit, c'est que avant même ce système qui met en œuvre des hormones, je vous rappelle que les hormones, même s'il y a un effet immédiat puis un effet différé dans les hormones, c'est quand même pas tout à fait immédiat. Il faut quelques minutes pour que l'adrénaline fasse effet, ou au moins quelques dizaines de secondes, alors qu'en fait on a un effet immédiat qui est d'origine nerveuse. Donc première étape, la phase d'alarme est initiée par une réponse nerveuse. Vous mettez simplement que justement notre système nerveux va agir directement, sans passer par les hormones, directement sur l'augmentation de fréquence cardiaque. On a à la base, au niveau du tronc cérébral, on a des centres qui pilotent l'activité cardiaque. Donc ça va stimuler la fréquence cardiaque immédiatement, sans faire intervenir l'adrénaline, et ça va également stimuler la fréquence ventilatoire. Voilà, et en même temps, ça va stimuler, comme on l'a vu dans notre schéma, ça va stimuler les glandes surrénales, mais il faut leur laisser quelques dizaines de secondes pour qu'elles réagissent et qu'elles libèrent l'adrénaline. Le temps que l'adrénaline arrive dans tout le corps, de toute façon, ça ne va pas se faire tout de suite.
Donc c'était la première étape, hein. La phase d'alarme est initiée par une réponse nerveuse et uniquement nerveuse. La phase numéro 2, là, la phase d'alarme toujours, elle se poursuit mais par l'aide d'une réponse hormonale. Alors là, du coup, c'est le schéma qu'on vient de faire. Je vais rester assez discret, sauf peut-être ajouter effectivement que l'adrénaline va contribuer à augmenter la fréquence ventilatoire aussi. Mais rien de plus, vous commentez le schéma, vous indiquez que le but de la manœuvre, c'est de favoriser l'apport en oxygène, en dioxygène et en glucose au niveau du muscle pour lui permettre de mieux fonctionner. Et puis le troisième petit paragraphe, 2.3, la phase de résistance est initiée par une réponse nerveuse et hormonale, c'est-à-dire la résistance, vous vous rappelez, hein, il y a 3 étapes dans le stress, si je remonte, voilà, la phase d'alarme, on vient d'en parler, puis là on est dans la phase de résistance maintenant. Donc pour maintenir tous ces phénomènes, et bien là on a un effet à plus longue durée, justement, ça va être le cortisol, qu'on voit ici, qui va intervenir. Alors, c'est là où on va préciser une petite chose, hein. Donc la phase de résistance fait intervenir le cortisol, vous indiquez sur quels organes elle agit si vous voulez le préciser, c'est à vous de voir, sauf si vous considérez que le schéma est suffisant. Mais par contre, ce qu'on va quand même expliquer, c'est un petit peu ce qui se passe en fait au niveau de cette étape-là, qu'on n'a pas trop expliqué, c'est-à-dire comment le système nerveux stimule-t-il les surrénales. Il n'y a pas un nerf directement connecté sur les surrénales. Donc là, on va être obligé de détailler. Donc dans cette étape 3, vous pouvez préciser, hein, que justement, on va avoir un effet nerveux qui va être décliné en 2 étapes. Donc je suis obligé de faire intervenir cette fois-ci notre fameux hypothalamus, la base du cerveau, la base de l'encéphale, qui est donc d'origine nerveuse, qui va libérer une neurohormone, une hormone libérée dans le sang, un neurotransmetteur, libéré dans le sang, on appelle ça une neurohormone. Cette neurohormone porte ce nom-là, CRH, elle va stimuler l'hypophyse. Et en stimulant cette glande hormonale, l'hypophyse, celle-ci, la glande hormonale, l'hypophyse va produire une hormone, oui, l'ACTH, qui circule dans le sang, comme toute hormone qui se respecte, de même que celle-ci, hein, circuler dans le sang. Donc cette hormone, l'ACTH, va circuler dans le sang, va aller jusqu'aux surrénales pour les stimuler, pour qu'elles produisent le cortisol. Donc c'est ça qui explique aussi l'effet retard, hein. On a une sorte de... il faut un certain temps pour que tout le système se mette en place. Voilà. Alors, du coup, vous avez des petits exercices d'application. Bon, je vais... Pareil, hein, je vous laisse stopper la diapo si vous voulez y réfléchir. Voilà les réponses. Je vous laisse stopper la diapo si vous voulez y réfléchir. Voilà les réponses. Je vous laisse stopper la diapo si vous voulez y réfléchir. Voilà les réponses. Voilà, là, donc je ne commente pas, hein, c'est des exercices d'entraînement. Voilà. Alors maintenant, du coup, on essaie de terminer un petit peu ça par une série d'exercices d'application. On essaie de voir un petit peu l'effet justement du CRH, de l'ACTH, des 2 hormones dont on a parlé il y a quelques minutes. Donc là aussi, hein, vous avez 3 documents, vous devez établir un schéma fonctionnel. Bon, c'est le fameux schéma qu'on a vu tout à l'heure, que vous allez retrouver en fait. Que vous allez retrouver. Donc là aussi, je ne vais pas trop commenter cette partie-là, hein. Enfin, disons qu'on voit que dès qu'on met du CRH dans l'organisme, la production d'ACTH augmente. À partir de là, on comprend bien que la CRH stimule la production d'ACTH. Dès qu'on met de l'ACTH dans l'organisme, on voit que la production de cortisol augmente. Bon, du coup, on voit bien que l'ACTH stimule la production de cortisol. Voilà, les résultats attendus. Alors par contre, il y a un phénomène plus intéressant dans cet exercice, c'est que juste... Alors donc là, on est à la page, dans votre cours, on est à la page 8. Hein. Le phénomène plus intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe quand j'injecte, je crée une période de stress, et on injecte, alors il faut bien lire l'énoncé, ce document 3, on injecte à des rats un analogue au cortisol, donc du cortisol, quoi. Et puis on soumet les rats à un stress. Donc en fait ici on a aussi une injection d'analogue au cortisol. Et là on mesure, donc chez les rats DEX, les rats qui reçoivent l'injection de l'analogue, on mesure leur production de CRH.
par rapport à des témoins. Donc on s'aperçoit que si on leur met du cortisol dans le sang, face à un même stress, ils produisent moins de CRH. C'est comme si le cortisol empêche la production de CRH. Il faut vraiment que vous ayez le schéma à côté de vous pour comprendre. Hein. Pardon, donc le cortisol, d'après ce document, empêche la production de CRH. De même ici, ma foi, on s'aperçoit que le cortisol qu'on a injecté aboutit à une plus faible production de cortisol naturel. Ça, c'est un peu contre-intuitif. J'ajoute du cortisol et ça permet la production d'une moins grande quantité de cortisol naturel. Tout simplement ce qu'on vient de dire. Donc voilà, c'est ce que j'ai résumé ici. Le cortisol limite la production de CRH et donc se limite lui-même. On a une sorte d'autorégulation. Du coup, on parle de rétrocontrôle négatif. Le cortisol limite sa propre production. Et puis, on a encore un dernier petit document qui montre que le cortisol, il agit sur l'hypothalamus en limitant le fonctionnement des neurones hypothalamiques. Ce que vous avez ici, c'est l'activité électrique des neurones hypothalamiques. Alors, le bilan de tout ça, c'est que finalement, on reprend notre schéma de tout à l'heure et on y rajoute cette grande flèche. Lorsqu'il y a production de cortisol, le cortisol, pour éviter, on va dire, d'être produit en trop grande quantité, va s'autoréguler, c'est-à-dire il va inhiber, rétrocontrôle négatif, il va inhiber l'hypothalamus, qui va donc produire moins de CRH, qui va donc produire moins d'ACTH, qui va donc stimuler moins les surrénales, qui vont donc produire moins de cortisol. Et la boucle est bouclée. Alors justement, à la fin de votre cours, vous avez des petites vignettes à découper. Et ces petites vignettes, une fois que vous les avez découpées, l'idée c'est que vous les remettiez dans l'ordre. Donc c'est ce que je vous demande de faire à la page 10. Et on va partir du principe du départ 1, un taux de cortisol au-delà de la valeur de référence, puis vous essayez de les remettre dans l'ordre. Alors je vous laisse un petit peu chercher, mais là pareil, vous pouvez couper la vidéo, voilà les réponses. Alors dès que vous avez, on part du principe qu'il y a un taux de cortisol au-delà d'une valeur de référence, du coup le rétrocontrôle est négatif, sur ce qu'on appelle le complexe hypothalamus-hypophyse. Si le rétrocontrôle est négatif, l'hypothalamus produit moins de CRH. S'il produit moins de CRH, il va stimuler moins l'hypophyse, qui va à son tour produire moins d'ACTH. Si elle produit moins d'ACTH, les surrénales sont moins stimulées et produisent moins de cortisol, et du coup, le taux de cortisol revient à la valeur de référence. Deuxième cas, c'est le contraire. Le taux de cortisol est en dessous de la valeur de référence. Vous avez exactement l'effet contraire, c'est-à-dire on a un rétrocontrôle qui est affaibli, donc l'hypothalamus produit davantage de CRH, donc l'hypophyse produit davantage d'ACTH, donc les surrénales sont davantage stimulées, donc le taux de cortisol redevient à la valeur de référence. Et puis en fait, on a cette oscillation en permanence, hein. Je suis un petit peu au-dessus, je suis un petit peu en dessous, je suis un petit peu... Donc finalement, globalement, la teneur en cortisol reste constante dans un stress aigu normal. Voilà. Et la partie 2, ça fera l'objet d'une deuxième vidéo.